D'accord. Je crois que la différence, je le sais des deux exposés qui ont précédé le mien, et je le subodore de ce que je sais de ce que Roland va dire. Ce qui est proposé, c'est des changements de comportement. Ce que je vais vous proposer, moi, ce sont des changements dans la loi, des changements d'ordre juridique. Quel avenir de la société pour une société financiarisée? Nous ne le disons pas explicitement, mais nous le sous-entendons. Un avenir très limité. Il a été question, bien entendu, de la transition nécessaire devant les dangers qui se présentent. Ceci dit, je ne considère pas, moi personnellement, que la financiarisation soit la cause des difficultés dans lesquelles nous sommes. Il me semble que c'est un des symptômes d'un processus qui est d'une autre nature, que c'est un aboutissement. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de mesures qui puissent être prises précisément, comme vous allez voir, pour faire que cette financiarisation diminue peut-être dans un premier temps et disparaisse, parce qu'il faut que nous revenions à cette conception ancienne, classique de la finance comme système sanguin de l'économie et pas comme source de prédation extérieure sur les processus économiques. Alors, pour faire comprendre en deux mots mon approche, il faut que je le dise à l'intention de ceux qui ne seraient pas au courant, que je ne suis ni économiste, ni hétérodoxe, ni orthodoxe. Je ne suis pas même un économiste politique. Ma formation est d'une autre nature. C'est une formation d'anthropologue économique, d'anthropologie économique, qui est une branche en soi, qui est née dans les années 1920 et 1930, essentiellement en Europe. Il y a trois grands fondateurs, de manière concurrente. Marcel Mauss en France, sociologue, neveu du Durkheim, d'Emile Durkheim. Bronislaw Malinowski, polonais, mais qui fera carrière en Angleterre, où il sera le grand fondateur de l'anthropologie sociale, et le Hongrois Karl Polanyi, plus familier des économistes, en particulier à cause de cette notion d'embedding, cette notion propre à l'anthropologie, de considérer qu'il n'est pas possible de poser un regard séparé sur les activités économiques comme étant autonomes et pouvant être comprises dans un cadre absolument séparé du reste. On emploie cette expression qui, à mon sens, est une très mauvaise traduction de Polanyi, mais qui s'est répandu d'encastrement. Il vaut mieux parler d'intégration ou d'économie insérée à l'intérieur d'un processus général. Polanyi, vous êtes peut-être au courant, est la personne qui a réintroduit un intérêt pour le modèle de la formation des prix d'Aristote, dans un article de 1957, Aristotle Discovers the Economy, où il nous parle d'un autre type de modèle de la formation de prix que celui de Cournot en termes d'offres et de demande, que les modèles néoclassiques dont nous sommes familiers. Petite anecdote, je n'ai pas pu utiliser ces modèles-là sur mes données de terrain dans une communauté de pêcheurs, et c'est le modèle d'Aristote que j'ai dû utiliser qui rend compte des faits. Que dit Aristote? Aristote, c'est dans une note, en fait, c'est quelques pages dans l'Éthique à Nicomaque, où il dit qu'on peut utiliser le même modèle que pour la justice distributive pour comprendre la création des prix. Je vais rentrer dans les détails pour ceux qui ne seraient pas familiers avec ça. Ce qu'il dit essentiellement, c'est que le prix et les taux d'intérêt également, se constituent de telle manière à ce que l'ordre social soit stable, se reproduise à l'identique. C'est-à-dire qu'après la transaction, la vente ou l'emprunt, la personne qui était riche sera riche dans exactement le même rapport qu'avant, et le pauvre sera aussi pauvre qu'avant, mais cela implique une stabilité, une société hiérarchisée, mais stable au sens où elle se reproduit à l'identique. Il y a un peu de... À ma connaissance, Bourdieu n'était pas conscient de ce modèle aristotélicien, mais il le reproduit dans sa représentation théorique. Une société de ce type-là, erreur de Polanyi, il nous dit dans cet article qu'il ne s'agit pas d'un modèle descriptif de Aristote, mais d'un modèle normatif. C'est une chose, dit-il, que Aristote aurait bien voulu qu'il se passe. Et là, c'est un malentendu total de sa part. Non, il s'agit bien d'un modèle descriptif. Aristote est ami de Eudoxe. Eudoxe sera le maître de Euclide, dont le nom est plus connu. Eudoxe vient d'inventer une théorie de la proportion
Aristote utilise dans 3 domaines distincts cette théorie de la proportion d'une manière magistrale. Il l'utilise pour montrer que le syllogisme est un rapport continu et qu'on peut utiliser la théorie d'Eudoxe pour expliquer la rationalité, le raisonnement. Il l'utilise pour la justice de 2 manières différentes, pour la justice corrective qui s'exerce entre personnes de même statut et pour la justice distributive de personnes de statut différents. Je résume en une phrase, comme il le fait lui-même, un magistrat qui soufflette un homme du commun sera moins puni qu'un homme du commun qui soufflette un magistrat, pour que l'ordre social se maintienne à l'identique. Que peut-il se passer pour que ce modèle qui finalement aurait pu continuer à vivre de sa belle vie, le modèle d'Aristote, il en avait déjà le soupçon quand il s'attaque de manière violente, d'ailleurs en des termes extrêmement violents, à la perception d'intérêt, au flux d'intérêt, en disant on ne peut pas laisser l'argent reproduire l'argent. Il sait que c'est ça, le ver dans le fruit, c'est ça qui peut faire sauter la stabilité qui existe dans la société grecque. Que se passe-t-il effectivement chez nous qui font que s'écroule cet édifice? L'intervention d'une chose dont je vais préciser par la suite exactement ce que j'entends par là, l'intervention d'une rente sur des richesses déjà créées et la spéculation. La spéculation, il n'en parle pas, mais là aussi on peut trouver une autre phrase qui nous fait entendre que, attention, ne touchons pas ça. Il parle, si nous parlions en termes contemporains, il parle de ce qu'on pourrait appeler une maladie professionnelle des marchands. Et quand il parle d'une maladie professionnelle des marchands, c'est-à-dire l'intérêt pour l'argent en tant que tel, il attire notre attention sur ce qui pourrait effectivement faire sombrer une société de ce type-là. Spéculation et rente sur richesse déjà créée. Alors, qu'est-ce que j'entends par rente sur une richesse déjà créée? Sur le fait que, il a été fait allusion tout à l'heure, Proudhon utilise l'expression d'aubaine. Nous sommes dans un monde où nous bénéficions d'aubaine, c'est-à-dire que la personne, l'agriculteur qui fait pousser des plantes, ne les fait pas pousser d'un bout à l'autre. Une grande partie consiste à regarder pousser quelque chose qui pousse de soi-même. Il faut qu'il y ait de l'eau, il faut qu'il y ait un champ, il faut qu'on s'occupe de ça, il faut qu'on enlève les mauvaises herbes, les insectes avec tous les dangers qui sont associés. Il y a un processus naturel dans lequel, et l'expression qu'utilise Hegel était excellente, nous sommes essentiellement des catalyseurs. Nous sommes des catalyseurs d'un processus naturel. Élément supplémentaire sur lequel sur lequel Proudhon attire l'attention, le fait qu'il y a du collectif et que le collectif a un bénéfice en soi aussi qui participe à ce processus d'ébullition de la nature. L'exemple que Proudhon donne, vous le connaissez peut-être, un artilleur, dit-il, en 200 jours aurait été incapable d'ériger l'obélisque sur la place de la Concorde à Paris. 200 artilleurs en 1 heure sont arrivés à le dresser. Il y a là quelque chose qui vient simplement du collectif et qui est une valeur ajoutée, de même que les rayons du soleil, de même que le fait que les graines poussent d'elles-mêmes sans que nous devions le pousser. Notre système, le système capitaliste, est fondé essentiellement sur le partage du risque et de la richesse produit par ce processus général. C'est le système qu'on appelle le météage, qu'on retrouve partout dans le monde, je le trouve en Afrique, je le trouve chez les pêcheurs bretons. Partage d'une richesse créée dans un contrat de type classique, disons le contrat 50-50, celui qui met sa force de travail à la disposition d'un propriétaire en échange d'un partage de la richesse qui sera créée, moitié de la moisson pour le métayer, moitié de la moisson pour le propriétaire. Dans ce partage peut être égal ou plus ou moins inégal en fonction des situations particulières. Beaucoup de propriétaires et peu de travailleurs potentiels, beaucoup de travailleurs potentiels, peu de propriétaires, mais le système est un système qui ne partage rien qui ne soit pas véritablement produit. Quand il n'y a pas de moisson, le propriétaire ne reçoit absolument rien. Évidemment, le moissonneur, le paysan non plus. Il y a partage du risque. Où intervient un déséquilibre? Quand il y a rente sur de la richesse déjà créée, et ça, c'est ce que nous appelons purement simplement, nous appelons ça le prêt à la consommation. Au Moyen-Âge, il y a un autre terme que l'on confond, on croit que l'usure, c'est un taux d'intérêt excessif, c'est dans notre définition à nous. L'usure, au Moyen-Âge, c'est ce que nous appelons le prêt à la consommation. Pourquoi? Parce qu'il y a perception
d'intérêts qui vont être payés à partir d'une richesse qui n'a pas été créée. C'est en hypothéquant des salaires qui vont venir, c'est en hypothéquant du travail qui va venir que le salarié va pouvoir rembourser les choses. Autre élément, dernier élément, bien entendu, la spéculation. Je vous parle pas, quand je parle de spéculation, je parle de spéculation bien entendu dans le sens purement technique de la finance, c'est-à-dire le sens de l'article, le sens de la... La spéculation, telle qu'elle était définie au XIXe siècle, dans l'article 421 du Code pénal, les paris à la hausse ou à la baisse sur le prix des actifs financiers. Cet article était complété, vous le savez sans doute, par l'article 1965 du Code civil, qui disait essentiellement que les paris ne pouvaient pas, que les différences autour de Paris ne pouvaient pas conduire à des contestations devant les tribunaux. Et si vous faisiez un pari, ça s'appelle l'exception de jeu, c'est un édit de François Ier. Vous pariez entre vous, très bien, il faudra que vous vous débrouillez, ne venez pas devant les tribunaux pour s'il y a conflit. Sauf très rapidement, dans l'article 1965, s'il y a une question de talent qui intervient. C'est uniquement s'il y a une question de hasard. Dans ce cas-là, on ne peut pas se tourner vers les tribunaux. On a introduit rapidement des dérogations pour les sports, pour les courses hippiques, etc. En 1885, Jules Ferry, alors Premier ministre, abroge l'article 421 sur l'interdiction de la spéculation financière et introduit une notion supplémentaire dans l'article 1965. Les paris sont interdits, sauf s'ils peuvent être qualifiés d'opérations financières. C'est une astuce sémantique extraordinaire, mais voilà, dont nous subissons toujours les conséquences. Quel est le danger de la spéculation? Le risque de contrepartie, bien entendu. Celui qui fait un pari d'une nature ou d'une autre n'a pas toujours l'argent. Et parlons de 2008, nous avons des exemples considérables. La compagnie AIG qui avait assuré sur les crédits de default swap, qui permettait en particulier non seulement de s'assurer contre un véritable risque de non-paiement sur une obligation, mais aussi des purement spéculatifs, des positions nues sur crédit de default swap. La compagnie AIG, vous le savez, était extrêmement fière des 6 milliards de réserves qu'elle avait constituées. Et bien entendu, le 18 septembre 2008, c'est 105 milliards qu'il aurait fallu débourser. Et la somme a encore monté dans les jours qui suivaient. Risque de contrepartie, une des parties peut ne pas avoir l'argent qu'elle avait promis dans le pari. Et bien entendu, à ce moment-là, on envisage les chaînes dont parlait Keynes, les chaînes de créances qui font qu'il va y avoir un effet boule de neige, une réaction en chaîne. Risque d'aléa moral, bien entendu, vous faites le pari, vous allez oui, mais il faut que je dise comment on va supprimer tout ça. Mais je suis là. Risque d'aléa moral, bien entendu, vous avez tendance à essayer de pousser le marché dans la direction du pari que vous avez fait, et c'est-à-dire que, comme on a des gens dans les deux directions, puisque le pari a eu lieu, il y a des gens qui vont pousser, ce sont des forces centrifuges, bien entendu, qui vont pousser le marché dans une direction ou l'autre, accroissant le risque. Paris, il y a des parieurs, on l'a découvert aussi en 2007 et 2008, il y a des parieurs systémiques, c'est-à-dire des gens qui savent sciemment que s'ils perdent, eh bien, il y aura en arrière-plan, non pas le secteur privé, mais le secteur public pour renflouer, parce qu'il faut maintenir, en tout cas, cette fonction de la finance de système sanguin de l'économie. Alors, comment est-ce que ce système de concentration excessive se gère? Il ne se gère pas, c'est le sens même de l'ouvrage de M. Piketty sur le capital au XXIe siècle. Il ne se gère pas, les situations se remettent à plat par des crises majeures ou par des guerres qui, en détruisant la richesse, suppriment une partie de la richesse excessive de ceux qui en ont en trop, et le système repart. Il faudrait imaginer, bien entendu, que nous allions par des approches rationnelles résoudre ce type de problème, c'est-à-dire en nous asseyant autour d'une table, à moins qu'on soit bien entendu un ultraliberal libéral du genre von Mises et de M. von Hayek, qui considère que seules les choses que nous faisons par accident sont valables, et que quand nous nous asseyons autour d'une table, nous sommes débordés par les conséquences inattendues de ce que nous faisons. Je termine par les deux propositions que vous avez compris
être la conséquence de ce que je viens de dire. Revenir à l'interdiction de la spéculation sur les marchés financiers. Alors quand les gens disent oui, mais quand j'espère que mon gosse va réussir à l'école, c'est la spéculation. Non, non, article 421, les paris à la hausse ou à la baisse sur les produits financiers. Réintroduisons cette mesure, c'était une mesure excellente. On me dit oui, il faudrait qu'on le fasse tous en même temps. Non, non, c'est une mesure qui va tellement réinjecter de l'argent dans l'économie que ce sont les autres qui vont recopier. Et faire du prêt à la consommation un secteur d'utilité publique, c'est-à-dire avec des taux zéro, pour éviter cet effet que j'ai mentionné, qui est qu'une partie de la redistribution de la richesse sous forme d'intérêts, de coupons, de dividendes, est créée sur une richesse qui n'existe pas et qui oblige non seulement à spéculer sur à hypothéquer des salaires futurs, mais aussi à détruire la nature autour de nous, puisque les externalités négatives sont très liées à ces sommes qu'il faut rembourser et créer davantage, dans un contexte où on le sait, 87% de la richesse supplémentaire va à 1% de l'économie, ce qui rend le processus impossible autrement que, à mon sens, par le changement de la loi. Merci. Monsieur et monsieur. Bonjour, je suis Tom Lyons. Question pour Paul Jorian, cette idée en ce qui concerne les prêts à la consommation. Est-ce que ça s'appliquerait aussi aux prêts à l'immeuble, étant donné que là aussi il s'agit de quelque chose qui a été déjà fabriqué ou construit? Alors, je vais quand même dire un mot à chaque personne. Bon. Monsieur parlait des bucket shops, je vous ai montré, effectivement, il y avait un truc qui existait à la Bourse de Paris qui était la coulisse, vous savez, c'était donc, voilà, et on l'interdisait, on ne l'interdisait pas, ça dépendait des époques, la jurisprudence était différente de la loi, et ainsi de suite. Je vous ai répondu. Monsieur, à propos de l'immobilier, je crois qu'il faudrait effectivement protéger l'immobilier d'une certaine manière. Vous êtes au courant de la thèse du Lord Adair Turner sur le fait que l'immobilier est sans doute la chose qui a déstabilisé le plus nos marchés. Sa thèse disant que chaque génération a vendu à des prix surfaits l'ensemble du parc immobilier et qu'il y a un effet tout à fait déstabilisant. Alors, quand même, pour terminer, je suis court. Autre argument que j'ajoute à celui de Paul contre la spéculation, les positions nulles sur CDS, qui était l'équivalent de vente à découvert, et ça conduit en France à un débat assez houleux entre Mme Parizeau, à l'époque à la tête du MEDEF, et Madame Lagarde, qui à l'époque était au Fonds monétaire international, à propos de la Grèce, à propos des positions nulles sur CDS, parce que le Fonds monétaire international calculait le risque effectif sur les obligations grecques à partir d'un calcul fait sur un chiffre globalisé de risque effectif pour des détenteurs de dettes grecques et les positions à découvert, les positions nues. C'est-à-dire que le chiffre était inflated, comment dit-on en français, grossi artificiellement, mais les marchés reflétaient ce calcul du risque implicite qui était faux sur les taux qui étaient exigés de la Grèce. Donc il y avait là un effet de rétraction positive, comme on dit, c'est-à-dire un effet d'emballement, et qui était un enfant qui était simplement... ce n'étaient pas des gens sur des positions de protection de leur position, mais sur le fait de pousser le marché dans une direction particulière. Je crois que c'est un danger supplémentaire, en plus évidemment de la liquidité qui est absorbée.